Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de la glisse de Marc Garcia, un rendez-vous que vous avez pris l'habitude de pouvoir nous suivre en direct chaque semaine. On fait un point complet sur les résultats de la glisse, donc avec des compétitions qui se déroulent à travers les massifs et également aussi les commentaires, les analyses par rapport justement donc à ces compétitions de glisse. Donc c'est chaque semaine en direct et vous pouvez également aussi poser toutes vos questions à Marc Garcia. N'hésitez pas à le faire sur Facebook et sur YouTube. On va justement retrouver notre cher Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Comment ça va? Bah ça va très bien et vous? Impeccable, impeccable. Ça va, vous êtes détendu, Johan, parce que je raconterai une petite anecdote à nos auditeurs à la fin quand Voilà. même. Voilà. Marc Garcia, hein, qui revient tout droit de Courchevel. Et oui, il est moniteur de ski, hein, et puis également aussi entraîneur également, hein, Marc. Hein. Vous n'arrêtez jamais. Hein. Bon, tant que j'ai la chance de pouvoir pratiquer, enfin de gagner ma vie avec ma passion, et c'est essentiel. Aujourd'hui, j'étais à Courchevel pour faire des tests de ski. On préparait avec Pierre Ognonnet des skis japonais au Gazaka, et pour ne pas le citer, les magasins de sport Orcel, là-bas, Bernard Orcel à Courchevel, ont décidé d'avoir des skis japonais dans leur parc de location à la vente. Et donc, on est arrivé avec tout l'ensemble de l'équipe là-bas pour faire des tests sur les nouveaux modèles. En général, c'est la période pour les marques de présenter les modèles de l'année prochaine. Donc, on a fait une matinée, on va dire, test de ski, de chaussures, et c'était sympa, il faisait beau. Donc, c'était parfait. Vous avez bien profité, voilà. Voilà. Alors Marc, il s'arrête jamais et justement, il est avec nous aussi toutes les semaines. Hein. Il était également aussi tous les soirs avec ces Jeux Olympiques qui ont été fabuleux et vous étiez très nombreux à nous suivre en direct, également aussi en replay. On va parler ce soir justement, bah oui, des compétitions de glisse qui continuent. Ils s'arrêtent jamais les athlètes et hein, Marc, ça, ils s'arrêtent jamais. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il y a cette période du mois de février lorsqu'il y a les Jeux Olympiques. Et puis là, vous allez voir dès demain, je crois, ça commence, ou après-demain, les Paralympiques aussi. Et puis après, vous avez tous les 2 ans les championnats du monde, mais vous avez ces épreuves de Coupe du Monde qui commencent dès le mois de novembre, octobre même, en Autriche, et qui terminent à peu près mi-fin mars. Et là, ben, après les Jeux Olympiques, hein, il fallait rester concentré, dans beaucoup de disciplines. On va voir ensemble les résultats. Et le biathlon, on va reprendre ce week-end aussi. Donc, bah, il fallait se remettre de ces Jeux Olympiques avec les bonnes et les moins bonnes choses pour certains, et de repartir pour les différentes coupes du monde dans différentes disciplines. Et ben, c'était plutôt positif à en voir ensemble. Voilà, on va regarder ensemble justement. On va commencer par le ski alpinisme ce soir, Marc, avec la descente pour les filles à Solde, Romane Miradoli pardon, qui a terminé 12e, Camille Cerruti 28e, Laura Gauche 32e et Garance Meyer a fini 39e. Ça, c'est les résultats. C'était durant le week-end. Hein. Oui, alors, petite erreur sur le script, c'était en descente, pas ski Ah, alpinisme. Ski alpinisme, c'était la descente, parce que Romane Miradoli avait été vice-championne olympique de Super G. Donc là-bas, à Soldeu, en Andorre, ça avait lieu en Andorre, et elles avaient de la descente et Super géant. Donc là, c'était la première épreuve de descente sur une piste assez particulière, hein, parce que il y avait eu quelques années en arrière la finale de la Coupe du Monde en Andorre, qui était aussi candidat pour les championnats du monde. Malheureusement, ils se sont fait damer le pion, mais j'ai cru comprendre que ils vont essayer de représenter leur candidature pour d'autres championnats du monde. On ne comprenait pas pourquoi ils étaient passés un peu au travers. Et là, nos Françaises, bon, de nouveau, vous avez vu, ça a été beaucoup de médias pour l'ensemble des sportifs qui étaient aux Jeux Olympiques, dont ces athlètes-là, hein, d'ailleurs. Elles étaient toutes, mises à part Garance Meyer, mais qui est une jeune qui était beaucoup en Coupe d'Europe, qui fait à peu près toutes les disciplines, et qui faisait son entrée aussi en fonction des quotas sur cette descente de Soldeo. Et avec bon, une 12e place de Roman. Bon, on va dire, pardon, pratiquement, pour moi, rien d'exceptionnel, hein, pour Roman. Mais bon, après, encore une fois, on a vu qu'elle avait quand même engrangé un certain nombre de médias
Donc là, Mm. pour cette épreuve-là, c'était Corinne Sutter, la Suissesse qui revenait après des graves blessures à l'automne dernier et qui avait fait une bonne partie de la saison out, qui revient devant Nina Ortlieb, l'Autrichienne, et la Italienne Goggia qui fait troisième sur cette descente de Soldeo. Voilà donc pour les premiers résultats, hein. Ça, c'était pour au niveau de la descente. On va continuer, hein, Marc, également avec, on va parler de Denis Allègre, hein, qui est meilleur français de la descente de Garmisch, qui est parti très fort, hein, le Briançonnais, qui termine quand même 13e. Blaise Genderner, pardon, termine 16e. Maxence Musatong, 23e. Et Sam Alphand, 26e, avec le dossard 50. Oui, oui, bah vous avez toutes les tendances, c'est bien. Oui, alors un peu de déception quand même hein, sur cette descente, sachant que là, bah, pour le coup, de nouveau, nos amis suisses ont fait un triplé hein, à Garmisch, Odermatt qui gagne devant Alexis Monet et Stéphane Rogentin. Donc là, vraiment, ils ont continué. Enfin, depuis le début de saison, ils sont toujours présents. Et là, ils ont refait de nouveau un triplé en Coupe du Monde. Odermatt qui avait du mal. Je m'étais dit, bon, il va avoir peut-être du mal à digérer parce qu'aux Jeux Olympiques, il visait quand même, pardon, la médaille d'or. Il a eu des médailles, mais il Mm. visait quand même une médaille d'or et notamment en descente. Bon, et là, il est en tête du classement général de la Coupe du Monde. Il gagne un triplé suisse sur une descente assez particulière. Garmisch, on a vu d'ailleurs à l'entraînement l'un des fils, parce que là il y a ça, mais il y avait Nils Alphand qui s'est pris une méga gamelle et je crois qu'il s'est abîmé, il me semble, l'épaule. Donc là, nos Français, je dirais presque, en jargon, on dit, ils marchent un peu sur les œufs quand vous avez des potes qui repartent en hélicoptère et puis qui se sont pliés. C'est jamais Ah bon? vraiment bien pour le moral. Bon, sur une descente très particulière, sur Garmisch, encore une fois, un triplé suisse et puis nos Français. Bon, Blaise pense qu'avec sa sixième place, il se rassure quand même puisque lui, il n'a pas fait partie du voyage Cortina. C'est quand vous êtes dans les 15, dans les 20 en descente, je pense qu'il y a moyen d'être satisfait pour engranger un certain nombre de points pour pour avoir de meilleurs dossards, tout simplement. Voilà, donc ça c'était donc durant le week-end dernier. On va continuer, Marc, hein, à justement éplucher ces résultats avec trois bleus, hein, dans le top 20 du dernier Super G à Soldeux, notamment Roman Miradoli, hein, qui termine 9e et marque donc des points précieux pour rester dans le top 5 du classement général donc de la discipline. Également, on peut noter aussi Camille Cerruti, hein, 13e, Laura Gauche 20e, et puis également premier point en Coupe du Monde pour Garance Meyer, partie avec le dossard 52. La Française décroche donc une très belle 24e place. Oui, oui, un bon résultat d'ensemble pour ce Super G de Soldeu. Bon, Roman qui reste là et qui engrange encore une fois un certain nombre de points pour être en tout cas dans les 5 meilleurs mondiales. C'est très positif et on voit que derrière, Camille est toujours là. Laura, Mm. bon, des fois, elle nous fait un truc de bien, des fois un peu moins bien. Et puis Garance, je venais de vous en parler en descente, et qui fait ses premiers points en Coupe du Monde. Donc ça, c'est la belle satisfaction. Alors vous dites, on est satisfait d'une 24e, 23e place, enfin bon. Mais elle partait avec un dossard très éloigné. Et en tout cas, quand vous rentrez dans ces fameux points Coupe du Monde, et ben c'est toujours pour une première édition pour elle, hein, pour une première fois, c'est quand même très important pour le moral et pour la suite. Voilà, donc voilà. Alors, bien sûr, les compétitions vont durer jusqu'à fin avril, Marc, hein, c'est ça? Ouais, en tout cas, les compétitions internationales, la finale de Mm. Coupe du Monde, alors je crois que, alors elle est où cette année? Je sais pas où elle est cette année, je crois qu'elle est à Lillehammer, il me semble, Mm. finale de Coupe du Monde, où il y aura en fait les 25 meilleurs mondiales garçons et filles dans chaque discipline, plus les différents champions du monde, plus un certain nombre de choses. Il y a un départ pour les finales de Coupe du Monde, pour toutes les disciplines et qui clôture à peu près fin mars. Et après, vous avez encore tout ce calendrier, ce qu'on appelle des internationales, des compétitions internationales qui vont jusque quasiment début mai. Voilà, donc voilà.
Encore 2 mois, hein, au moins de compétition, hein. On va continuer, Marc, restez avec nous, hein, et puis on va parler le Super G messieurs, hein, de Garmisch qui malheureusement a été annulé en raison, hein, du brouillard et d'une visibilité trop limitée pour pouvoir, donc faire, ce Super G monsieur. Oui, exactement. Sage décision, Mmh. problème de visibilité, problème de sécurité avant tout. Donc, bah, on annule tout simplement, hein. Ça fait partie du métier du skieur. On subit des conditions atmosphériques et là, ils ont enfin, parce que souvent, on est un peu dans le débat, vous savez, on n'envoie pas, on attend, on n'attend pas, et puis on y va et puis je dirais quelque part, il peut y avoir des accidents, ce qui est dommage. Et là, pour le coup, c'était à mon avis, une très sage décision. Voilà, donc c'était, donc pour le Super G, messieurs, hein, notamment durant Oui, le week-end totalement. dernier. On va continuer, également avec, en ski de fond cette fois-ci, Lucas Chavanat qui termine 6e du sprint skate à Falun et parti, très fort et en tête dès le départ de la finale, le Français qui termine donc 6e de cette première étape, de coupe du monde de post-JO. Alors dites-nous un petit peu ce que c'est le post-JO? Bah, en fait, c'est tout simplement, dans la continuité, quand on vient de l'expliquer pour les skieurs alpins, bah, vous avez la même chose dans les disciplines et notamment dans les disciplines nordiques. Coupe du monde là-bas à Falun en Suède, où ils sont partis et il avait, alors c'est le sprint, hein, en version skating parce que l'alternative, c'est quasiment dans l'axe. Le skating, bah, c'est un peu comme le pas de patineur et là, bah, je pense qu'il Lucas fait une belle 6e place. Alors, il n'y avait pas non plus tous les gars qui pouvaient être au JO, mais en tout Mmh. cas, c'est l'élite, c'est une Coupe du Monde et ils ont toutes enfin, l'équipe de France de ski de fond, après ce qu'elle nous a montré aux Jeux Olympiques, on va dire, c'est dans la continuité. Donc, post-JO, bah, après coup, on réintègre ces différents championnats et compétitions internationales, Coupe du Monde, comme vous l'avez vu. Voilà, voilà pour, ça c'est donc, le ski de fond. On va rester, justement, sur le ski de fond avec Théo, Chély, hein, qui brille à Falun justement, hein, le Français qui signe son meilleur, résultat en skiathlon et décroche donc son deuxième top 10 en coupe du monde en terminant, 8e. Puis les autres bleus dans le top 30 avec Victor Lovera, 20e, Hugo Lapalus, 21e, Jules Lapierre, voilà, qui, se termine 23e et Rémi Bourdin, 30e. Voilà, donc ça, c'est également des résultats qui ont eu lieu le week-end dernier. Oui, alors, on a vu que ceux qui sont en bas, pour Théo, bah, légitimement, bah, il n'était pas aux Jeux Olympiques et on a vu que ben ils ont vraiment brillé, toute cette équipe-là sur les Jeux Olympiques. C'était très exigeant. Donc, du coup, bah, je dirais presque une contre-performance pour eux. Mais vous voyez que la nouvelle génération, les jeunes sont là aussi pour combler des fois, bah, vous savez, la fatigue. Mais c'est compliqué parce que vous les avez vus, hein, répétitivement, ils étaient dans tous les médias. Et le Mmh. dilemme des athlètes comme ça, c'est que de quelle façon vous pouvez arriver à gérer votre fatigue, ce qu'on appelle la fatigue nerveuse. Autant sur les bases physiologiques, vous êtes fatigué, on vous fait des analyses de sang, on fait certains tests et on dit, ben, effectivement, en ce moment-là, quelqu'un est fatigué, mais cette fameuse fatigue nerveuse, celle-ci, on n'arrive pas à la quantifier. On n'arrive pas Non. à dire, bah, tiens, vous avez voilà. On est tous pareils, hein, on est tous à Mmh. la même enseigne, Yoann. Mmh. Tout à Et là, fait. bah, quand vous avez ces déplacements à répétition, les médias et tout ça, là, ça tape ce qu'on appelle sur cet influx nerveux qui reste indispensable aussi à la réussite et aux performances. Mais bon, Mmh. il fallait qu'ils en profitent, c'était normal. Ils ont fait les médailles d'argent. On était tous Oui. contents de cette équipe nordique, fond biathlon, avec tout ce qu'ils nous ont ramené comme médaille. Donc, on ne peut pas tenir rigueur sur je vois Victor 20e, Hugo 21 et tout ça. C'est pas leur rang, mais légitimement, c'est un peu le contre-coup Oui. bah, de ces Jeux Olympiques. Oui, ouais, 15 jours qui ont été très intenses et comme vous l'avez dit, hein, ils ont été mis, beaucoup, au devant de la scène, hein. C'est vrai que, voilà, c'est 15 jours assez, très, très, sportifs, hein, pour eux. On va terminer par un dernier, tableau, Marc, avec Juliette, Ducordeau, hein, qui prend la 17e place du skiathlon à la Coupe du monde de Falun et meilleure performance, personnelle dans la discipline pour elle.
Ouais, bravo à elle, de nouveau. Ben, vous voyez que celle qui était aux Jeux Olympiques, elle a une petite contre-performance aussi. Et puis Juliette qui rentre dans les 20, c'est bien. Et c'est de bon augure pour elle. Hein. C'est la meilleure performance pour l'instant dans cette discipline. Donc, c'est tout du positif, c'est tout de l'expérience, c'est tout du vécu qui est important pour j'espère, pour une longue carrière pour elle. Voilà, voilà pour donc ces derniers résultats au niveau donc du ski de fond. C'était durant le week-end dernier. Alors, quel programme pour les prochains week-ends, notamment le week-end qui arrive déjà bientôt? Alors, je sais que alors moi, j'ai notamment regardé le ski alpin. Alors, les filles vont être dans le Val d'Ipassa. Alors, et elles repartent de nouveau, hop, Dolomites. En fait, le Val d'Ipassa, il y a il y a beaucoup de stations là-bas. C'est de nouveau dans les Dolomites, hein, pas très, Mhm. très loin de Cortina. Donc, elles ont des épreuves de vitesse. Elles seront là-bas le week-end prochain. Et les garçons, eux, seront dans cette magnifique station, une grande classique de Coupe du Monde. Il y a un slalom géant, un slalom spécial à Kranjska Gora en Slovénie. Une belle épreuve. Moi, j'ai eu la chance d'y courir très jeune là-bas, d'avoir connu cette chance-là sur cette piste assez exigeante. Donc, il y a un slalom spécial. On verra comment nos Français, nos hommes ont pu se remettre vraiment du mieux possible après on va dire cette déception qu'on a tous vécue pendant ces Jeux Olympiques. Mhm. Voilà, voilà, et oui, c'est pas évident, hein, surtout l'après, comme vous dites, Marc, hein. On va continuer avec une vidéo que vous m'avez envoyée, vous voulez justement en parler par rapport justement à la sécurité. Là, c'est pas du hors-piste, ça s'est passé sur une piste. Regardez la vidéo Ouais, là qui apparaît. voilà, un petit garçon, le papa est derrière, c'est un ami, hein, il m'envoie la vidéo, il dit ah super, il a 3 4 ans, il se sent tranquille, il est content, voilà, il essaye de travailler un peu ce qu'on appelle les skis parallèles, il est tranquille en bord de piste et soudainement, bam. On en a vu un Ah ouais. passer devant, et vous voyez Mhm. que le mec arrive derrière et de nouveau il percute le gamin qui n'allait pas très vite et sans même déjà lui rentrer dedans, mais en plus ne s'arrêtant pas quoi. Ouf. Ah Donc oui. voilà, c'est les faits aujourd'hui sur les pistes de ski qui deviennent récurrents. Et que faire, que dire, c'est que de dire heureusement il avait un casque, heureusement il avait ce qu'on appelle une dorsale de protection. Vous avez parlé du airbag, mais chez les enfants, il y a aussi des protections dorsales que l'on peut acheter ou louer. Euh, alors j'ai cru entendre aussi que peu de jours avant, dans le même domaine, il y a une petite gamine qui s'est fait rentrer dedans et qu'aujourd'hui elle est toujours en soins très importants. Et le drame de tout ça, c'est que vous avez une bande de guignols. Moi, je les appelle les guignols, mais surtout que alors, on n'a pas de caméra sur les pistes. Aux États-Unis et en Italie, on a de plus en plus en Italie, les carabinieri. Aux États-Unis, on a des gendarmes. Et les gens qui sont aussi au niveau des remontées mécaniques peuvent être des témoins importants pour expliquer ce qui s'est passé, le fait que ces gens-là n'ont plus rien à faire sur les pistes de ski, en suppression de forfait, listé rouge ou noir, afin qu'ils ne reviennent plus, voilà. Et donc, malheureusement, il n'y a pas 40 000 méthodes à avoir. Et quand on voit la dangerosité de ça, et quand je vois ce genre de fait, ça fait évidemment froid dans le dos, Johan. Mhm. Ouais, en plus, ça s'est produit hein, sur une piste et pas du hors-piste en plus, hein. Ouais, en plus, le gamin, comme il est là, il est pas hors piste, il est plutôt sur une piste verte. Mhm. Donc, voilà, ça devient de plus en plus récurrent, surtout que ce type de comportement. Encore une Mhm. fois, vous pouvez être derrière, vous n'avez pas compris le comportement de l'enfant ou même d'un adulte, mais au moins, vous arrivez, quand il y a des gens devant vous, vous freinez, vous ralentissez. C'est déjà pour votre propre sécurité, mais aussi sur les gens que vous percutez, parce que ce monsieur ou ce jeune homme arrive de l'amont, c'est partie arrière, et donc la réglementation stipule que c'est les personnes qui se trouvent vers le haut, ce qu'on Mhm. appelle l'amont, c'est comme la personne en voiture, qui se situe derrière vous, qui doit Ouais. contrôler, maîtriser tout ça. Voilà. Après, en plus, il y a quand même c'est l'ensemble du ski aujourd'hui. Et là, j'espère
que ces gens-là vont pouvoir être, parce que comme l'explique Pierre, là, si je vois bien le texte en bas, délit de Mm. fuite. Oui, il a tout à fait raison. Ça s'appelle un délit de fuite, oui. Tout à fait. Voilà, donc voilà, également aussi, hein, sur les pistes peut parfois être très dangereux, même des spies vertes, hein, également avec des gens. Bah voilà, en plus, la personne s'est même pas arrêtée et a complètement continué son chemin, hein. Complètement. Complètement. Et donc, en entend de ça, mon ami m'a dit, provocateur, je ne sors pas les mots, y compris les Mm. gestes. Donc, non content de se comporter de la sorte, en plus, n'instrument pas les faits. Donc, je pense que c'est un sujet aujourd'hui. Il y a à peu près, dans les blessés sur les pistes, je crois qu'il y a pratiquement plus de 60% par percussion. Et là, on en voit un, particulièrement chez les enfants. C'est inadmissible et intolérable. Oui, Voilà donc pour ces images, hein, qui ont été tournées il y a quelques jours, hein, justement, par un ami à il y vous, a, hein, il y a, voilà. il y a 2 jours, il m'a envoyé ça. Il me dit, regarde Mm. Marco, attends la fin à la fin, la fin du truc. Mm. Et donc là, oui, donc c'est totalement impensable. Et je vous dis, moi, j'ai eu la chance de voyager dans le monde entier, dans les stations. Aux États-Unis, on dit, ouais, mais maintenant, on a parlé du ski hors piste, rappelez-vous, on parle du comportement des gens sur les pistes, et ça en fait partie. Et là-bas, ça rigole pas, je peux vous dire, hein. Euh, Mm. Dès qu'il y a des comportements, ou même sans percussion, hein, parce que là, il y a percussion, le gamin s'en sort bien, tant mieux, il y a percussion. Donc là, sans percussion aux États-Unis, si le gendarme, je dis le cops en américain, mais le gendarme sur la piste est là et qu'il voit que vous allez trop vite, il vous arrête, il vous enlève le forfait. Et en plus, vous êtes blacklisté. Donc là, on ne Mm. discute pas un moment. Voilà. Donc, c'est malheureux à dire. Et l'autre jour, j'étais sur d'autres pistes, on disait, ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben oui, mais après, il y a aussi la signalétique. Mm. À certains moments, quand les pistes se croisent, qu'est-ce qu'on met comme signalétique pour encore plus ralentir les gens, faire en fait, vous savez, un système de chicane qui évite que les gens aillent tout droit pour, soi-disant, prendre de la vitesse et qui amène évidemment des percussions qui peuvent s'avérer très graves aussi. Voilà pour cette vidéo assez surprenante, hein. On peut-être à faire le tour des réseaux. On va continuer, Marc, avec une question de Pierre justement, hein, qui nous a dit que c'était un délit de fuite. Il a tout à fait raison. Et justement, Pierre qui a rencontré un ancien coureur de l'équipe de France de vitesse, il lui a dit cet après-midi que les Français avaient plus de difficultés à mettre au point des skis rapides qui pourraient rivaliser avec les skis des athlètes suisses, autrichiens, etc. Je ne vois pas pourquoi. Partagez-vous cette idée? Si oui, pourquoi en serions-nous là? Ouh, c'est un débat bien vaste tout ça. C'est un débat bien vaste. Elle est très bien faite la Non, question, hein. non. En fait, si vous voulez, dans le sport de haut niveau et en tout cas la compétition, vous avez des skis qui arrivent pratiquement toutes les semaines. Vous avez des skis neufs, vous avez ce qu'on appelle des côtes neuves. Vous avez les marques travaillent dessous et du coup on dit tiens par exemple pour Johan on va lui amener un nouveau modèle, pour Marco on va lui aussi amener un modèle et puis il y a des modèles qui correspondent plus à certaines personnes que d'autres. Et puis surtout c'est de la façon dont les skis sont préparés en amont. C'est-à-dire qu'en général en vitesse, puisqu'on parle pour l'instant de la vitesse, c'est que les skis, il faut qu'ils soient, il faut qu'ils soient testés, il faut qu'ils soient skiés. C'est-à-dire que la paire de ski, elle doit être fartée, elle doit être raclée, elle doit être skiée sur des neiges. On refarte, on densifie la qualité de la semelle en dehors des structures pour permettre à un ski d'aller très vite. Et ça, c'est une méthodologie, c'est un travail qui est vraiment un travail de l'ombre, vous savez, Johan, et Mmh. que ben après ça demande des logistiques, ça demande un travail, ça demande une mise en place d'un programme qui est pas nécessairement simple. Et encore une fois, à chaque fois je reviens sur le même sujet, Johan, c'est Mmh. que c'est aussi un système dans la formation que l'on a qui demande à être bien plus performante et savoir quel choix on va faire pour telle ou telle discipline. Alors en slalom et en géant, le fartage, la préparation des skis ont une incidence. On l'a vu notamment aux Jeux Olympiques, mais encore plus sur les épreuves de vitesse. Et là, ben, si vous n'avez pas la bonne voiture, vous avez beau être le meilleur pilote du monde, ça ne marchera pas. Parce que, Mmh. vos skis peuvent être très très bons dans vos courbes, mais ne peuvent pas être non plus très très vite. Alors, il y a des cellules de test dans toutes les gammes que je viens de citer. Mais déjà dans les années 50, dans les années 60, hein, Jean-Claude Killy, quand il a gagné aux Jeux Olympiques à Grenoble, je peux vous dire que Michel Arpin, qui s'occupait de son matériel,
qui est un ancien champion, qui après 64, pardon, Innsbruck avait décidé d'avoir sa propre cellule. La veille de la descente, ils ont fait un choix drastique, à savoir est-ce qu'on prend une option de ski qui est super bien dans les courbes, ou alors on a un ski qui va très vite, mais qui est difficile à être maîtrisé dans les courbes. Vous voyez on était déjà dans ce concept-là. Et là, il y en a certains qui disent, ouais, vous savez, il faut apprendre à skier avec tout, il faut être capable de, vous savez, comme à cheval, un bon cavalier Mhm. est capable de monter avec tous les chevaux. Ouais, très bien. Mais à un moment donné, là, on est plus près de la Formule 1. N'importe quel pilote, s'il n'a pas la bonne voiture, s'il n'a pas les bons pneus et tout ce qui va avec, vous pouvez lui mettre n'importe quoi dans les mains, ce sera difficile pour lui pour gagner. Et au niveau du ski, on en est là. Et ça demande effectivement, une logistique implacable, une connaissance hors norme et un investissement qui est un investissement de temps, mais aussi un coût. Ça a aussi un coût, ça a un coût financier. Et en plus, le coût, hein, par rapport, à ce sport, hein, le ski, a beaucoup augmenté durant, ces dernières années et devrait encore augmenter dans les prochaines années, hein. Bien sûr, et puis en plus, on a une évolution constante. En fait, si vous voulez, un jour, je vais aller dans les grandes sociétés. Il y a pratiquement trois, quatre marques dans le monde, en tout cas des fabricants de semelles de ski. Vous savez, on avait Mmh. décortiqué comment le ski était fait, la préparation des skis, mais vous avez en fait pour toutes les marques dans le monde entier, vous avez des fabricants qui fabriquent pour toutes les marques. Alors il y a des marques qui sont plus avec un fabricant autrichien, un fabricant allemand, et là vous avez des gens avec carrément des petites burettes, des ingénieurs qui mettent un peu plus de carbone, un peu moins de carbone, et en fonction des budgets, en fonction de si on a des semelles de telle qualité, en fonction des qualités de neige, en fonction de l'hygrométrie. Et ça, c'est un coût, et c'est des choix aussi. Donc, vous voyez que ça devient très complexe, si vous voulez, ces choix-là et ces préparations-là. Alors, c'est pas parce que vous avez une paire de ski, la 001, qui va très vite, que la 002, elle va aller aussi vite. C'est encore une fois, c'est une recherche contre la montre, contre le chronomètre, avec des éléments qui font que vous avez des qualités de semelles, des préparations, des structures de semelles, mais aussi au niveau des phares, parce que vous savez que depuis un certain temps, alors là aussi c'est le débat, on a soi-disant interdit les fluors, mais en fait vous avez des phares qui sont fluorés et vous avez des faces avec des bifaces. C'est-à-dire que vous avez du fluor et du carbone. C'est ce qui Mmh. fait que c'est en fait ce qu'on appelle les bifaces. Vous en avez entendu parler Mmh. dans l'alimentaire, dans l'eau et tous ces polluants éternels. Et on avait le souci au niveau de la pollution, au niveau du ski aussi, qui était en ski Mmh. de fond, mais aussi en ski alpin. Et là, il y a une évolution de la part des fabricants de phares, qui à l'origine étaient des fabricants de cire, hein, c'est des gens qui fabriquaient des bougies. Mmh. À l'époque, j'ai écouté, il utilisait des bougies pour farter ses skis, tout simplement. Et donc, Mmh. on a additionné à un moment donné ces produits fluorés, mais ces produits aussi avec des PFAS qui sont aujourd'hui interdits suivant certaines législations et certains pays, parce qu'il y a encore des pays où il n'y a pas d'interdiction, ce qui est un paradoxe absolu. Donc, donc on a un sujet bien vaste sur la question qu'a posée Pierre. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'avec l'entretien également du matériel, et puis l'évolution, hein, du matériel qui va encore évoluer dans les prochaines années, hein, ça c'est sûr, hein. Ça, c'est une constante. C'est une constante absolue de Mmh. la part des marques, en fonction des quotas, pardon, en fonction des cotes de ski, en fonction des Cote. longueurs de ski, en fonction de ce qui est recherché, l'évolution évidemment constante de notre quotidien, d'accord? Et ça en fait partie au niveau du ski, avec des cols, avec des structures de bois, la partie métallique, ce qu'on appelle des tresses en carbone aussi, qui rigidifient les skis. Donc, il y a vraiment des concepts très, très particuliers. L'utilisation du bois, quelle qualité de bois on utilise, puisqu'en général, au niveau de la compétition, maintenant, les trois quarts utilisent des skis avec des structures bois, parce que c'est plus noble. Ça répond plus à certains critères techniques et de potentialité. Parce qu'à un moment donné, rappelez-vous, la société Salomon avait carrément inventé des skis avec ce qu'on appelle des mousses injectées. Maintenant, c'est un peu fini parce qu'on s'est rendu compte que c'était des produits qui tenaient pas nécessairement dans le temps. Donc Mmh. là, vous savez, c'est un schéma très très compliqué au niveau des fabricants, au niveau des normes internationales. Et qu'est-ce Mmh. que, au travers de ces éléments-là, en termes de compétition, qu'est-ce qui est transposable? C'est comme la Formule 1.
qu'est-ce qui peut être utilisé pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde? Et ben, on a aujourd'hui exactement le même sujet pour nous en termes de skieurs. Mmh. Voilà et voilà, c'est l'évolution du ski et ça devrait encore évoluer, hein, dans les, prochaines années, hein, c'est vrai, voilà et puis également aussi la sécurité, hein, on en parle souvent dans cette émission, heu voilà, voilà, il y a un petit retour. Il y a également, la sécurité, bah, qui a évolué et que, ils essayent justement aussi de renforcer la sécurité, pour, les athlètes et les skieurs aussi, amateurs aussi, également. Oui, 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 vous avez raison. C'est la sécurité. Alors, on parle des athlètes parce qu'on a depuis plus d'un an, on a quand même eu 4 décès, ce qui est quand même assez hallucinant. Alors, je dirais presque, je parlais avec un ancien champion, tout à l'heure, un skieur aussi de haut niveau et en fait, on disait souvent que, dans les compétitions internationales, les compétitions FIS, les compétitions Coupe d'Europe, les coupes du monde, Jeux olympiques, quand il y a la compétition, les choses sont vraiment parfaites, je dirais, globalement assez maîtrisées. Par contre, ce qui pose un problème aujourd'hui, c'est les entraînements. Les stades d'entraînement, la facilité de s'entraîner et les coûts. Et la décision de chaque station, parce que là, ça va réfère qu'au niveau des stations, de quelle façon ce ne soit pas l'escalade à l'argent par rapport à des stades d'entraînement. Quand moi je vais m'entraîner dans certains domaines, je suis obligé de payer un endroit, une ligne X par jour pour mes athlètes en fonction que ce que j'ai choisi. Ça peut être du slalom géant, ça peut être du slalom spécial, voire même de la descente ou du super géant. Vous voyez qu'il y a une certaine complexité et ça a un coût, tout ça. Et Mmh. on a plus souvent le débat des blessures et des accidents lors des entraînements parce que tous ces respects de sécurité sont relativement Mmh. aléatoires. Oui et puis et justement on a un commentaire en direct à 19h42 de Bruno CM qui nous dit, «Par contre, dans le nordique, la France est au top», dit-il. Oui, alors là, on revient sur un schéma beaucoup plus, là, le nordique, il n'y a pas le sujet de la sécurité, on a le sujet de la préparation et du matériel. Je l'avais expliqué pendant les Jeux olympiques, c'est que l'équipe de France, on va appeler de biathlon, qui est quand même la plus représentative Mmh. en général pendant les saisons, mais en même temps aux Jeux olympiques, c'est que ils ont décidé que toutes les marques de ski, vous en avez une tartine, hein, vous en avez beaucoup, beaucoup. Vous avez Emilien Jacquelin qui est avec Matthews, vous avez l'autre avec du Fischer, vous en avez du Salomon, vous en avez du Rossignol, vous avez différentes marques pour tous nos Français et Françaises. Simplement, la France, ils ont décidé, comme les autres nations, de dire que on n'est pas là en train de discuter de la marque Intel et de la marque Pisbouille, de la Tartampion. On a, on a un camion, on a des structures, on a un investissement catégorique et précis pour une équipe de France. Et on Mmh. travaille tous ensemble pour représenter l'équipe de France. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas dans le ski alpin. Soyons clairs. Ce sont Mmh. des marques individuelles avec des techniciens individuels qui sont des techniciens de marque. Et pourquoi c'est C'est-à-dire que différent? ah ben c'est une question de budget, c'est une question de moyens, c'est une question de peut-être de volonté. Et ça fait un moment, ça fait très longtemps que le sujet il a été plus ou moins Mmh. abordé. Moi, je peux pas j'essaye de vous donner des éléments, mais en tout cas des informations les plus honnêtes possibles. Pour dire, ça fait longtemps. Pour dire, mais pourquoi nous les Alpins, qui sont les plus représentants des clients dans les domaines skiables, parce qu'il faut être clair que la pratique classique, c'est quand même le ski alpin, même s'il y a des domaines avec du ski de fond, mais ceux qui vendent des forfaits, c'est quand même le ski alpin en termes économiques. Et là, pour le coup, il y a quand même quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on voit au niveau du nordique. C'est Ouais, comme ça. ouais. Peut-être, ça évoluera avec le temps, on ne sait pas. J'imagine. En tout cas, on est en droit, monsieur Bruno, il a raison de poser la question. On est en droit de se poser la question. Pourquoi les Nordiques ont ça, que nous, dans le domaine du ski alpin? Alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle des poules, c'est-à-dire que c'est, c'est l'ensemble des fabricants, quels que soient, et des partenaires des équipes nationales, qu'elles soient suisses, autrichiennes, françaises, italiennes, américaines, peu importe, qui en prend l'initiative. Et souvent, ben, il y a des gens qui sont précurseurs, d'autres pas du tout. Et encore une fois, les grands champions,
Odermatt, il a un technicien avec sa marque Stockley. Il a un technicien qui est avec lui et il y a d'autres athlètes qui ont du Stockley. Je suis pas sûr qu'il y ait une grande discussion entre les différentes marques qu'ils ont au sein de la Suisse. Mais Mm. des fois, vous savez, il y a un lien horizontal entre ce qui se passe au niveau du nordique, mais aussi au niveau de l'alpin, au niveau du border cross, au niveau du ski cross et bien d'autres disciplines encore. Mm. Voilà, les différences entre ces activités hein, différentes, hein, le ski de fond, le nordique, hein, et puis également aussi le biathlon qui est vraiment très bien structuré. Hein, on a pu, vous en avez parlé, Marc. Une dernière question, Marc, de moi, hein, parce que voilà, j'ai pas encore de question qui apparaît. Malheureusement, voilà, pour l'instant, il n'y en a pas, à moins qu'il y ait un petit souci. Mais je voulais justement vous poser une question. Bon, là, on est bientôt en fin de saison, hein, d'ici 2 mois. Euh, Quel bilan, justement, de cette saison à 2 mois de la fin, de cet hiver 2025-2026, au Un niveau bilan par rapport. des compétitions et tout? Ben, le bilan, déjà le bilan des Nordiques, il y a pas photo, on l'a vu. Coupe du Monde exceptionnelle, Jeux Olympiques fabuleux. Là, il y a chapeau, et j'espère que Louis-Jean Monod et bien d'autres encore, Éric Perrault vont pouvoir récupérer ce fameux globe et l'ensemble, la victoire, qui peuvent être totales, mais par discipline aussi, parce qu'ils ont, vous savez, la mass start, le sprint, l'individuel, enfin, les différentes catégories en biathlon. En ski de fond, ben, vous avez le classique, vous avez aussi le sprint, vous avez différentes options. Donc nos Français sont là. En ski alpin, moi je tire un bon bilan, en tout cas de nos slalomeurs, parce que cette année on était la référence et ils sont passés au travers pendant ces Jeux Olympiques. Avec, moi j'étais pas sur place, donc c'est difficile. Vous savez quand vous êtes tout simplement avec, Mm. vous n'avez pas tous les éléments. Ils sont passés au travers. Les slalomeurs français font partie des meilleures équipes du monde avec les victoires qu'on a depuis le début de saison. Hein, entre Paco Rassac, on a eu 2, Clément Noël, une. On fait partie quand même des leaders, des précurseurs et des leaders de cette Coupe du Monde. De Ah, bonnes choses de leur part pour, pour, euh, pour cette finale de Coupe du Monde, en tout cas arriver jusqu'au bout pour essayer d'avoir ces fameux globes. Moi, j'ai un bilan assez positif de la part des garçons en slalom. En géant, ben c'est du devenir. Hein. On a vu Léo Angno, le petit Alban Canaferina. On a vu ben, Thibaut Fabreau. On a aussi vu Victor Gendé, j'en oublie certainement. Les filles, ben ça monte crescendo, crescendo. Il faut leur laisser du temps. Roman tient bien la baraque. Les jeunes en vitesse arrivent aussi. J'en tire un bilan, mm. ben, je dirais très correct. Alors après, on a aussi vu en saut, avec une belle équipe qui monte, avec Valentin. On a vu du combiné nordique. Donc tout ça, bon après il y a eu des petits trous, il y a eu quelques petites choses qui sont passées au travers. Bon, ça demande beaucoup de travail, une logistique, une remise en question aussi, hein, parce qu'il faut pas obliger de se remettre en question. C'est pas parce que nous avons un bilan très positif, on va dire de 23 médailles aux Jeux Olympiques, qu'il faut s'arrêter là-dessus. Il y en a quand même Mm. pratiquement 16 qui sont sur le nordique. Il y en a une en patinage artistique, il y en a une en snowboard cross. Euh, mais, euh, mais globalement, il y a beaucoup de choses à modifier, à corriger, sachant que l'objectif maintenant, c'est l'objectif de 2030, soyons clairs. Voilà, 2030, et on en parle beaucoup. Et on en reparlera. Hein, ça marche, c'est sûr qu'on en parlera encore dans les prochains mois et prochaines années. On sera là, Marc, justement, pour en parler de ces JO 2030 dans les Alpes. Voilà pour ces questions. Plus de questions, Marc. Les prochains rendez-vous, on en a déjà parlé justement pour le week-end qui arrive. On va se retrouver prochainement, Marc. On parlera peut-être de quelques sujets, quelques reportages peut-être que vous avez pu peut-être avoir. Ouais, j'ai toujours quelque chose que j'essaie de sortir un peu comme un magicien. Ce sera la surprise du chef. Ce sera la Bah, surprise du chef, Johan. Oui, oui, avec grand plaisir. Oui, oui. bah voilà, Oui, non, mais voilà. la saison n'est pas terminée, les conditions sont bonnes. Non. Alors, il fait chaud, mais on a eu pas mal de neige. Et je pense que peut-être au mois d'avril, hein, on peut avoir un retour et d'avoir encore des conditions. On aura de la bonne neige en altitude. C'est intéressant, en tout cas, pour nos glaciers. Et puis que la saison puisse continuer avec, et encore les vacances de Pâques, hein.
Eh oui, les qui vont vacances de arriver aussi. Pâques. Donc, voilà, les vacances de Pâques où je pense que bah, on a des bonnes conditions d'altitude, même s'il fait encore un peu chaud. Voilà. Bah, justement, là, les compétitions continuent. On en parlera encore hein, avec Marc régulièrement dans cette émission. Puis c'est également, on parlera de sécurité, on parlera également de quelques reportages, quelques conseils également. Voilà, c'est ça aussi, le 19h10 de Marc Garcia. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous ce soir depuis Megève. Exact, exact. Après un retour, on a retour à Courchevel, ouais. Courchevel du 150. Sachez que le 13, 14, 15, si je me trompe pas, il y a les Coupes du Monde à Courchevel, de nouveau sur l'Eclipse, Oui. qui était organisateur de 2023. Donc il y a deux très très belles épreuves masculines, hein, avec une descente et un super géant. J'ai discuté avec le directeur du club des sports, Bruno Thuard, tout à l'heure. Ils ont injecté la piste, ils ont préparé, les nuits sont froides, donc ils espèrent avoir de bonnes conditions atmosphériques pour faire la meilleure préparation pour cette piste, parce que vous savez que en théorie, rien n'est définitif pour l'instant, mais Mm. Courchevel sera, en tout cas, organisateur pour 2030 pour ce qui concerne le saut à ski, homme-femme. Vous allez avoir le combiné nordique s'il tient la route encore, parce que le Mm. combiné nordique, s'il n'y a pas l'épreuve féminine, il sera amené à disparaître. Et il envisage de faire les épreuves masculines à Courchevel pour la vitesse, c'est-à-dire la descente et super géant. Il y aurait peut-être une discussion pour refaire les épreuves de vitesse à Méribel juste à côté. Et puis les épreuves techniques seront sur Val d'Isère. En tout cas, c'est dans la continuité de ce qu'ils avaient préparé pour 2023, pour les championnats du monde qui avait été un succès. Une belle équipe là-bas, il y a un bel investissement, ils travaillent. Et il y aura deux très très belles épreuves de descente là-bas. Allez, si vous avez l'occasion, prenez la voiture, allez voir, ce sera magnifique. Voilà, voilà, donc c'est bientôt là, hein, c'est vrai qu'on en parle. Voilà, Mm. vous avez le remerciement de la part de Bruno. Merci pour l'intervention de la part de Bruno, Marc. Voilà. Salut Bruno, merci de la question. Voilà. Voilà, puis Marc, il répondra encore à vos questions dans notre prochain numéro du 19h10. Merci Marc d'avoir été avec nous ce soir. Moi, j'ai une question pour vous, Johan. Oui, dites-moi. Vous Bon, je n'êtes vois que pas c'est trop moi. tendu? Vous n'êtes pas Non, trop ça tendu va. parce que souvent, les téléspectateurs savent pas, c'est quand on fait nos sujets, à la fin, Johan, il me dit, tu sais, je suis claqué, je suis fatigué, c'est beaucoup de stress. Après, je traîne pas, j'ai omis. Ça va ce soir? Ça s'est bien passé? Très très bien, il y a des jours, bon, des fois on est plus en forme que d'autres, hein, mais ça va très bien. Ça va très bien. Le direct, c'est pas évident, hein, c'est toujours une épreuve comme le ski également. Voilà. Voilà. Surtout quand on est à distance, c'est pas évident. Ça, c'est vrai. Encore, voilà. Ouais, puis en plus, c'est vous qui avez le quart de régie, hein, c'est vous qui avez les manettes. Voilà, c'est ça. Et Marc est là pour justement commenter, réagir, comme vous avez pu remarquer. Voilà. Bah, merci Marc pour d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve très prochainement. Oui, avec grand plaisir, Johan. Grand plaisir. Voilà, merci à Marc depuis Megève pour le 19h. Glisse Marc à retrouver, vous le savez, dès demain en replay sur les plateformes de la place du village. Merci Marc d'avoir été avec nous. Belle soirée à vous. Arvi pas. Vis pas comme on dit chez nous. Merci Marc. Voilà pour ce 19h glisse de Marc Garcia à retrouver prochainement également aussi sur nos plateformes en replay. Merci à vous tous de nous avoir suivis.